C'est le vrai paysage à l'arrière, hein, et non pas du fond vert. Alors depuis le début de cette année, j'ai le plaisir de vous filmer les vidéos avec un nouveau caméscope pour lequel le fabricant a prévu quelque chose de particulièrement bien vu, c'est-à-dire que l'adaptateur qui était vendu avec sert bien sûr à recharger la batterie du caméscope, mais il permet aussi de l'alimenter en continu. Ce qui fait que pour les enregistrements en intérieur, la question de l'autonomie de la batterie ne se pose plus, ce qui est très pratique. Par contre, en extérieur, évidemment, elle se pose toujours, puisqu'on ne voit pas vraiment quoi faire de ceci. Mais avec juste ça, il y a du potentiel. Sans mauvais jeu de mots. Et je vous propose donc dans cette vidéo la fabrication maison d'un convertisseur 12 volts vers port USB. Alors pour ma part, la construction finale, eh bien la voici. Là, on a deux pinces crocodiles sur lesquelles on va devoir venir raccorder une source de tension. Ce sera cette grosse batterie, hein, 12 volts, plutôt 13 d'ailleurs. Et puis là, au niveau du boîtier où vous apercevez un port USB, eh bien on va venir brancher un périphérique USB, à peu près n'importe lequel, afin de pouvoir venir l'alimenter ou le recharger sous 5 volts. Alors ça n'a rien d'innovant, vous pouvez acheter l'équivalent de ceci tout fait dans le commerce. Si par exemple vous vous procurez un convertisseur allume-cigare vers port USB, eh bien, techniquement c'est l'équivalent de ce genre de choses. Sur internet, on trouve aussi des petites cartes toutes faites hein, avec convertisseur de tension et le port USB déjà soudé. Ça coûte très peu cher, mais par contre je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il faut savoir que acheter les pièces au détail pour fabriquer ce genre de choses, normalement ça ne peut que vous revenir plus cher par rapport à l'achat d'un produit déjà tout fait. Et donc ça n'a d'intérêt que si par exemple on n'a pas confiance dans les produits du commerce vendus parfois trop peu cher, ou si on est débutant, débutante et qu'on a envie d'apprendre quelque chose en fabriquant quelque chose soi-même. Le seul moyen que ça revienne moins cher, c'est de le faire à partir de pièces de récupération. Ce qui est parfaitement faisable puisque ça ne demande pas des pièces d'une grande rareté. Et par contre, vous avez très peu de chances de trouver exactement les mêmes pièces que moi pour le faire, mais vous pourrez trouver des équivalents. Et justement, récupérer des vieilles cartes électroniques sur lesquelles il y a plein de composants, aller regarder les références et les datasheets associés pour essayer de comprendre comment fonctionnent les composants et quels sont leurs rôles, et déterminer s'ils sont compatibles avec ce genre de fonction. Ça fait faire un travail de réflexion, de recherche technique qui, à mon sens, est un exercice extrêmement intéressant pour les personnes qui débutent, puisque ça ne peut que participer à leur formation. C'est une construction qui n'est pas très complexe, alors après bien sûr ça n'est que mon avis. Tel que le montage est fait là, on peut tirer 2 ampères, même un peu plus que ça, mais disons 2 ampères au niveau du port USB, mais pour que les périphériques puissent profiter de cette intensité de 2 ampères et ne soient pas limités à moins que ça, il faut prendre le soin, quand on fait le raccordement au niveau du port USB, de raccorder ensemble les 2 broches centrales qui correspondent aux bornes données plus et données moins. Comme on peut voir effectivement que c'est le cas sur ce vieil adaptateur USB, quand on regarde bien le circuit imprimé, et on voit qu'il y avait effectivement le même genre de raccordement quand on regarde attentivement le circuit imprimé des petites cartes de conversion dont j'ai parlé en introduction. Alors il y a une certaine marque que je ne nommerai pas, mais bon, qui a fait des raccordements encore différents au niveau des broches données plus et données moins, de façon à ce qu'on ne puisse pas recharger leurs appareils avec des adaptateurs USB universels, mais qu'on soit forcé d'acheter des adaptateurs de leur marque, histoire d'en vendre plus. Alors il y a des moyens techniques permettant de contourner cette contrainte-là, je ne les ai pas testés personnellement, mais je vous invite à vous renseigner sur le sujet si vous êtes concerné par... Ah, j'en fais peut-être un peu trop. On va maintenant voir en détail ce qu'il y a dans ce boîtier. Donc il y a 2 éléments. La première chose, c'est un système de protection contre les inversions de polarité à l'entrée. Et puis ce qui suit juste derrière, c'est la partie qui convertit 12 volts en 5 volts continu régulé, distribué donc sur le port USB. Alors il y a plusieurs façons de protéger un montage contre les tensions inverses à l'entrée, et on ne va décrire ici uniquement la méthode employée dans le cas présent. Donc c'est une méthode qui nécessite au minimum l'emploi d'un seul transistor MOSFET de canal N que vous devez brancher comme sur le schéma suivant. Là sur la gauche, c'est la tension d'entrée du montage, donc sur laquelle vous considérez qu'il y a un jour un risque que les pôles se retrouvent permutés. Et puis là, au niveau de votre recharge, vous venez brancher votre usage qui ne peut pas supporter de tension inverse. Alors ça fonctionne de la manière suivante: quand la tension d'entrée est présentée dans le bon sens, c'est-à-dire avec le plus en haut et le moins en bas, eh bien la tension va tout simplement commander la grille du MOSFET.
Donc ce qui se passe en pratique à la mise sous tension, c'est qu'il y a un peu de courant qui va passer comme ça, de la grille vers la source du MOSFET. Donc ce courant va charger la capacité qui se trouve entre grille et source, le fameux CGS. Et donc ça commande la grille du MOSFET. Donc ce courant de charge qui ne dure pas longtemps fait son retour via la diode intrinsèque du MOSFET, comme ça vers le moins. Et donc à partir de là, la grille du MOSFET est commandée, ce qui veut dire que le canal conducteur entre source et drain devient passant. Et le courant qui va passer dans votre charge va passer par le canal conducteur du MOSFET qui vient d'être commandé. A l'inverse, si la tension d'entrée a été présentée dans le mauvais sens, avec un moins en haut et un plus en bas, il ne se passe entre rien et pas grand chose, puisque la tension n'est pas dans le bon sens, permettant de commander la grille du MOSFET et d'avoir la fermeture du canal. Donc il reste ouvert, et la diode intrinsèque du MOSFET est dans le sens bloqué, ce qui fait que, à part des courants de fuite négligeables dus aux imperfections de quelques éléments là-dedans, on va dire qu'il n'y a pas de courant significatif qui peut passer à l'envers dans votre charge et l'endommager. Les deux atouts majeurs de cette méthode-là, c'est que vous pouvez choisir des MOSFET qui ont des RDS-on extrêmement faibles, de quelques milliohms par exemple, ce qui fait que la chute de tension que vous allez avoir entre source et drain dans ce genre d'application va être complètement négligeable et pas du tout gênante. Et dans le même ordre d'idée, les pertes joules en lien donc avec cette chute de tension vont être complètement négligeables par rapport à la puissance dont vous pouvez disposer au niveau de votre usage. Donc ça en fait une méthode très intéressante qui est autorisée à servir même s'il y a des courants utiles là qui sont de l'ordre de plusieurs ampères par exemple. J'ai utilisé la même méthode pour protéger ma grosse lampe faite maison, donc je vous remets le lien vidéo et vous pouvez apercevoir le MOSFET qui est là, au milieu. Alors ça, c'est la version minimaliste. En pratique, il faut savoir que les MOSFET sont toujours limités en termes de tension maximum supportable au niveau de la grille, donc sous-entendu entre grille et source. Et comme la tension d'entrée se retrouve directement à commander la grille du MOSFET, ça va quelque part limiter la tension maximum d'entrée avec laquelle on peut utiliser ce genre de protection. Et donc si on veut l'utiliser avec des tensions d'entrée plus élevées, il faut modifier le montage de la façon suivante. C'est-à-dire que là, on a rajouté une résistance et une diode Zener. Donc la Zener est raccordée entre la grille et la source. Et elle va permettre d'assurer un plafonnement en tension à sa valeur de Zener, à sa valeur VZ, de façon à ce que la grille du MOSFET ne se retrouve pas en surtension. Changeons un petit peu de sujet maintenant. Donc à l'entrée générale, on a un fusible de protection contre les surintensités en cas de problème. Il se trouve dans ce cas très précis que ma charge, dont on parlera tout à l'heure, est protégée contre les surcharges et court-circuits. Ce qui fait que normalement, à mon sens, ce fusible-là ne devrait jamais griller. Mais bien sûr, par sécurité, on est quand même obligé d'en mettre un. Mais comme je considère qu'il n'a pratiquement aucune chance de griller, j'ai mis, alors je ne sais pas si on appelle ça exactement comme ça, mais disons que j'ai mis un fusible imprimé. C'est une méthode qui est également utilisée par les professionnels parfois. Ça consiste à avoir une piste du circuit imprimé qui est volontairement affinée à un certain endroit de façon calculée ou en forme de serpentin, et donc cette partie-là de forme particulière va présenter une résistance électrique plus élevée que le reste des parties plus larges et ça va permettre d'avoir un effet fusible. C'est une méthode intéressante de son point de vue low cost puisqu'il n'y a pas de pièces à rajouter en plus. Par contre, elle a comme inconvénient, entre autres, de ne pas être remplaçable. On ne peut pas remplacer le fusible. C'est pas représenté sur le schéma, mais on a aussi une diode transil entre le moins et le plus, bien sûr en aval du fusible, au cas où la diode transil pèterait aussi, enfin plutôt se mettrait en court-circuit. Il faut que le fusible soit capable de tout couper. Donc c'est une diode de protection bien sûr contre les surtensions à l'entrée. Paraît-il qu'il est conseillé de l'avoir si on est amené à utiliser le montage sur automobile. Alors ce qu'on voudrait faire à la suite de cet endroit-là, c'est passer de 12 à 5 volts continu régulé afin d'avoir 5 volts au niveau du port USB. Pour effectuer cette conversion de tension, on pourrait utiliser par exemple ce genre de pièce-là, mais vu les inconvénients qu'il y aurait, on va quand même préférer l'emploi d'un convertisseur buck, dont voici le schéma. Donc ça, c'est ce qui est réellement employé dans mon petit boîtier. C'est un convertisseur buck construit autour d'un circuit de référence L5973D. Donc entre la masse et là, on a la tension d'entrée, et entre la masse et ici, nous avons la tension de sortie, 5 volts régulée. Alors le L5973D intègre pas mal de choses, il intègre notamment le transistor de découpage qui découpe la tension d'entrée. Il a aussi une protection thermique qui fait que si on appelle trop de courant à la sortie et que ça fait trop chauffer le circuit intégré, eh bien, il va se couper tout seul par sécurité, thermal shutdown.
En plus de ça, on a une protection contre surcharge et court-circuit à la sortie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne pense pas qu'un jour le fusible général à l'entrée risque de fondre. Vous pouvez remplacer cette pièce-là par pas mal de composants de référence différentes. Vous avez par exemple les composants de la série LM2575 quelque chose qui vous permettent de faire le même genre de convertisseur. La série LM2576 quelque chose aussi. LM2596S. Il y a aussi le XL2001 par exemple. Bref, plein de composants pourraient réaliser la même fonction de conversion. Donc c'est des composants qui intègrent beaucoup de choses à chaque fois. Et la plupart du temps, pour se servir de ce genre de composants, il faut en gros recopier le schéma de branchement présenté dans la documentation constructeur, vérifier quand même quelques valeurs de composants et quelques dimensionnements. Et si on n'a pas fait trop de bêtises au niveau des raccordements, et bien en principe on a un montage qui fonctionne plutôt bien, voire très bien du premier coup. Alors quand je dis pas trop de bêtises, je pense notamment aux liaisons représentées de façon oblique, comme ici. D'ailleurs, il m'en manque certainement sur ce schéma. Alors ça veut dire qu'il faut effectuer des liaisons qui soient physiquement le plus courtes possible. Donc surtout pas laisser traîner un long fil à ces endroits-là. Le but étant de limiter peut-être pas tellement la résistance parasite, mais surtout l'inductance parasite qui est critique à certains endroits dans ce genre de montage-là et qui, si présente en trop grande valeur, peut commencer à générer une sacrée pagaille sans rentrer dans les détails. Donc c'est ce que j'ai fait ici, reprendre le schéma de base dans la documentation de ce composant-là. Donc à l'entrée, j'ai rajouté ce condensateur assez gros 100 microfarad 50 volts parce que j'ai un câble assez long entre ma source de tension qui est la batterie et l'entrée de ce composant. Donc le câble rajoute un peu d'inductance parasite et pour éviter que ça pose un problème au convertisseur, je préfère ajouter un condensateur en plus afin d'encore mieux découpler l'entrée. Le 10 microfarad céramique entre VCC et la masse, donc au niveau de la lime, c'est du découplage, déjà dans la documentation constructeur. Ça et ça, relié entre la borne comp et la masse, ça fait partie de ce qu'on appelle la boucle de compensation. Un sujet bien complexe que je ne connais pas bien moi-même en détail, donc je vais éviter d'en parler. Ce que je veux simplement dire là-dessus, c'est que sur certains composants de ce genre-là, on a une borne extérieure comme ici, où on vient soi-même raccorder des composants. Et donc si on en a besoin et qu'on sait parfaitement ce qu'on fait, on peut venir changer les valeurs, ce qui change certaines caractéristiques du convertisseur. Alors que sur d'autres composants, il n'y a pas de borne extérieure comme ça, il y a la même chose mais en interne et à ce moment-là, on ne peut pas du tout venir changer les valeurs. La borne 3 permet d'avoir une fonction on-off, c'est-à-dire que selon le signal qu'on envoie dessus, ça demande au circuit intégré de produire la tension de sortie ou au contraire de ne pas la produire, c'est-à-dire de se mettre en veille. Ça c'est la masse, la borne feedback, on y reviendra tout à l'heure. Là c'est la borne de sortie, sortie de puissance entre guillemets. Donc ce qui ressort entre la masse et là, c'est la tension d'entrée, mais hachée à une fréquence de 250 kHz. Et bien évidemment, il faut la raccorder au niveau de la bobine du convertisseur buck, qui a pour rôle d'empêcher des variations brutales de courant de se produire. Donc j'ai aussi pris 15 microhenry sans spécialement faire de calcul. Et elle est aussi bien évidemment à accorder au niveau de la cathode de la diode de roue libre. C'est cette diode-là qui assure la circulation du courant pendant que le transistor interne n'est pas commandé, ce qui évite toute rupture inductive. Comme cette diode va commuter à une fréquence assez élevée, 250 kHz, il faut impérativement prendre une diode entre guillemets dite rapide, c'est-à-dire qui techniquement a un faible temps de recouvrement, le fameux TRR, donc une diode Schottky avec un temps de recouvrement de 35 nanosecondes par exemple en ordre de grandeur. Là, nous avons une pièce extrêmement importante qui est le condensateur de lissage de la tension de sortie. Donc c'est cette pièce-là qui fait en sorte que la tension qu'on retrouve en sortie soit le plus continue possible, avec le moins d'ondulation résiduelle restante. Et pour qu'elle joue un rôle correct, il faut particulièrement bien la choisir et choisir une pièce de qualité. Donc personnellement, j'ai pris un condensateur de marque, tout neuf, modèle 105 degrés et bien évidemment à très faible ESR. Le but étant d'avoir, comme je l'ai dit, le moins d'ondulation, le moins de composantes assez restantes au niveau de la tension. Très concrètement, j'ai pas envie ici d'avoir une pièce de qualité douteuse ou mal dimensionnée qui verrait son ESR augmenter dangereusement un peu trop vite, ce qui se traduirait par une ondulation de la tension de sortie insupportable que n'appréciait pas forcément le PFU avec USB.
Le 1 microfarad céramique a pour but d'encore améliorer un petit peu le filtrage de la tension de sortie. Ces deux résistances-là forment un diviseur de tension résistif, donc ça a pour rôle de capturer la valeur de la tension de sortie, d'en amener un échantillon réduit sur une des bornes du circuit intégré qui assure la régulation, et c'est ça qui permet au circuit d'ajuster en temps réel le rapport cyclique de découpage du transistor interne, de façon à garantir en permanence que la tension se maintienne à 5 volts. Et justement, c'est en changeant les valeurs de ces deux résistances-là, ou la valeur d'une seule, qu'on va pouvoir choisir une tension de sortie de valeurs différentes. Et typiquement, pour ce genre d'usage-là, on va choisir des résistances dites de précision, c'est-à-dire avec une tolérance de 1% par exemple, ou moins que 1%. L'objectif étant que la tension de sortie réelle soit le plus près possible de ce qu'on aura calculé par rapport aux valeurs de résistance choisies. Alors globalement là-dessus, on est entre 86 et 89% de rendement selon les conditions. Et si vous avez le plaisir de réaliser ce genre de petit convertisseur, vous serez normalement content de constater que l'ensemble recrache infiniment moins de chaleur qu'une solution linéaire qui serait dans les mêmes conditions de tension d'entrée et de charge à la sortie. Voilà, j'espère avoir à peu près dit tout le nécessaire en vidéo, donc il n'y aura pas d'article en plus sur le site, et une fois de plus je vais finir une vidéo brutalement, sans outro, et voilà, à bientôt.